Aussi vrai que Kobalade a été malheureusement et non moins violemment rattrapé par la ghetto-attitude, le plus grand fléau de l'humanité, ce n'est pas l'ignorance, c'est la volonté de ne pas savoir. C'est avec cette citation célèbre de Simone de Beauvoir que j'introduis ce nouvel épisode de la librairie africaine. La librairie africaine, qu'est-ce que c'est pour celles et ceux parmi vous qui la découvrent? Bien plus qu'une table ronde qui met au service de la réflexion collective des neurones chevronnés, il s'agit d'une aventure qui part d'un constat aussi froid qu'évident. Le monde n'est pas un champ de roses, et encore moins un salon de thé. Le monde est davantage un ring, pour ne pas dire un champ de bataille. Les interactions humaines sont structurées, qu'on le veuille ou non, par les rapports de force. Et en l'occurrence, les rapports de force aujourd'hui au XXIe siècle déterminent les sachants et les ignorants. Ceux qui sont armés, pour reprendre l'expression de Cheikh Anta Diop, de ceux qui subissent les volontés de ceux qui sont armés. Et individuellement, tout ce temps que nous sommes ici, nous nous sommes donnés pour mission, sur la base de nos expériences personnelles, de transmettre ce feu du goût du savoir, du goût de la connaissance, en amont du goût de la lecture. Le mot d'ordre étant « lisons ou mourons ». Comment ne pas remercier notre partenaire, Présence africaine, plus qu'un partenaire, une institution, pour ceux qui la connaissent. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à vous rendre auprès de ce temple de la connaissance qui va vous offrir des pépites de savoir. Et si en prime, vous venez par nos soins, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 10%. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir l'auteur d'un ouvrage. Ce n'est pas toujours le cas, mais là en l'occurrence c'est le cas. Il s'agit de cet ouvrage rédigé par Douce Dibondo, intitulé « La charge raciale » avec pour sous-titre, et non des moindres, « Vertige d'un silence écrasant ». Avant de vous présenter l'autrice ici présente, je vais quand même d'abord introduire la princesse et les princes de la lecture. Johanna, sois la bienvenue. Je te remercie, ravi d'être avec vous ici. Fabrice. Merci de l'invitation, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et enfin, Alilou. Merci de l'invitation, ravi d'être avec vous. Bonjour Douce. Une belle discussion en perspective. Et enfin, Douce Dibondo. Sois la bienvenue. Merci pour votre accueil chaleureux. Merci d'avoir fait l'honneur de ta présence. Alors, cet ouvrage, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va quand même commencer par ton portrait personnel. On n'a pas tous les jours l'occasion d'avoir une autrice, et non des moindres. Est-ce que tu peux brièvement nous parler de ton vécu? Oui, bien sûr. Alors, dans les grandes lignes, je suis ce qu'on appelle un accident existentiel, parce qu'en soi, je n'étais pas censée être là aujourd'hui en France. Je suis née au Congo, dans les années 90, et puis ma venue était déjà teintée d'un destin, on va dire, peut-être chaotique. C'est que le jour où je suis née, c'était aussi des prémices de la guerre au Congo que je vais vivre ensuite 4 ans plus tard. Un parcours qui va, je pense, influencer mon rapport à l'écriture, mon rapport à la lecture. On en parlera un peu plus tard. Donc, à mes 12 ans, j'arrive en France, je découvre, en somme, l'altérité, parce qu'au Congo, ma foi, j'étais entourée de personnes qui me ressemblaient. J'ai grandi dans un environnement plutôt sain. Donc, en France, quand j'arrive, je me construis dans cette altérité, dans cette différence qui m'est imposée. Et puis, je sais que j'ai ce feu-là en moi de l'écriture, de la lecture, j'ai une curiosité et je me construis comme ça un peu à l'écart de cette sommité qu'est la France. J'essaie tant bien que mal de dépasser justement ces rapports de force parce qu'on m'impose un certain parcours. Et moi, avec ma mère, on décide que je veux faire un lycée général. Je suis en littérature. Et à partir de là, je me révèle. Donc, lors de ce parcours scolaire, en tout cas au niveau de la littérature, je me rends compte qu'en effet, ce qui me transcende, c'est vraiment de comprendre les structures du monde, d'aller dénicher les angles morts, les impensés. Et évidemment, à l'université, où j'arrive à l'âge de 16 ans, je suis très immature. 16 ans à l'université ? Oui, j'arrive à l'université à l'âge de 16 ans. Et en fait, je suis très immature. On va dire dans ce qui est... Tu as sauté une classe? Oui, j'en ai sauté, okay. J'en ai même sauté 2. Okay. Et donc quand j'arrive à l'université, là je renais en fait pour une première fois. Je me dis mais oui, la sociologie, c'est cet endroit-là où je vais pouvoir à la fois
partager ma manière d'écrire, ma manière de voir le monde, mais aussi me nourrir de grands penseurs qui ont façonné en fait ce qu'on est aujourd'hui. Ah, alors, sans vouloir t'interrompre, parce que tu as dit beaucoup de choses de manière très condensée, je te remercie à notre demande. On va revenir quand même sur 2 points pour être sûr que tout le monde t'identifie correctement. Donc d'abord, ton parcours, c'est d'entrer un mélange entre le chaos et le combat, au cœur de la guerre, ou en tout cas dans les prémices. Ensuite, en France, tu es heurté, tu l'as dit, ta trajectoire a failli être réorientée. Il a fallu que tu te battes ou que ta mère fasse œuvre de résistance. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement, quand on sait que ça touche beaucoup de familles afro? Tout à fait. Alors, c'est vrai que donc, moi, j'arrive dans un contexte où je n'ai pas eu de suivi psychologique de cette guerre qui a été traumatique, où j'ai vu des horreurs en tant qu'enfant, et on sait très bien que jusqu'à l'âge de 5 ans, l'enfance, elle est prédéterminante pour les personnes qu'on devient. Et donc, moi, j'arrive en France, je comprends qu'il faut que à la fois que je m'intègre, que je me fonde dans la masse, et en même temps, on me renvoie une incapacité à être intelligente, à penser le monde. Sur quelle base? Des notes ou ta couleur de peau? La couleur de peau, les notes aussi, alors que quand j'arrive, en fait, j'ai jamais appris l'espagnol, j'arrive en plein milieu du semestre, j'ai 14, 15 de moyenne. Mais on me renvoie encore à cette... oui, on m'infantilise, on me fait comprendre que voilà, ah là là, mais vous venez du bled, bon, on sait que c'est peut-être difficile, mais il faudrait peut-être la faire redoubler, etc. Il y avait toutes ces questions-là autour de mon avenir. On réussit à s'imposer, je fais mes preuves, entre guillemets. Là, je suis dans le 91. Ensuite, donc, on déménage. Te réorienter avant... Oui, en tout cas, me faire redoubler. D'accord, ok, je comprends mieux. Et donc, mais en revanche, j'arrive à Orléans, et là, c'est un autre accueil, parce que je suis dans une zone dite difficile, une zone prioritaire. Et il s'avère que dans le lycée, le collège de mon quartier a été brûlé, par des élèves, délinquance, etc. Et donc, on est obligé de déménager dans un collège un peu plus bourgeois, huppé. Donc, forcément, la confrontation, moi, avec ma couleur de peau, on me met dans ce bloc-là de ces gens, de ces élèves en difficulté, qui en ont rien à faire de l'école, etc. Et j'essaie de résister, et au final, je me fais harceler par mes semblables. Okay. Et donc, je fais ce choix-là, plutôt d'équilibriste, parce que j'étais perçue comme l'intello. Ah, ok, d'accord. Et donc, je me dis, oula, alors là, on est dans la jungle, il va falloir que je survive. Il va falloir que je survive et que je trouve un jeu d'équilibriste. Donc, il a fallu, d'abord, que donc je comprenne mon environnement, et puis que j'ai quand même un minimum de bonnes notes, que je puisse m'intégrer. Donc ça a été ça pendant très longtemps, au collège. Au lycée, un peu moins, parce que Au lycée, donc tu as alterné un double rejet. D'abord rejet racial, en tout cas préjugé racial. Oui. Tu débarques, on dit c'est la petite blédarde, on va la faire redoubler, on va la mettre au pas. On minimise. Et ensuite, finalement, c'est la bourgeoise, c'est l'intello, la bounty. Ok. Voilà. Pour moi, c'est clair. Et donc, et là, moi, j'ai 12 ans. En 4e, j'ai 12 ans. Et donc, c'est compliqué. Et j'essaie de survivre comme ça. La 3e se passe plus ou moins bien. C'est le moment de la confrontation avec le prof principal. D'accord. Et on me dit, non, mais toi, tu vas faire un CAP. On ne te voit pas du tout, lycée technique. Mes notes, elles sont pas non plus mirobolantes, évidemment, mais je m'en sors plutôt bien. Je suis dans la moyenne haute, j'ai 14, 15, ça fluctue. Les maths, c'est compliqué pour moi, mais voilà, il y a de la volonté. Mais dans les yeux de ce professeur... Ton destin devait... Voilà. Et donc, ma mère, qui est notaire de profession, arrive avec ses meilleurs apparats. Et en fait, il a fallu qu'elle performe quelque chose de l'ordre de, je dirais pas de la royauté, mais il fallait vraiment qu'elle s'impose en disant « ma fille n'ira pas, on n'a rien contre ces métiers-là, mais ce n'est pas son destin. » D'accord. Et là, elle a été un peu la démonstration intellectuelle de ta mère a permis. Eu raison de la mauvaise foi, ou on ne va pas dire plus, de ton professeur principal. Je pense que c'était un billet raciste. Donc là, ça témoigne quand même de l'importance de la représentation, de la présence parentale. Et sans indiscrétion, ton père... Mon père est au Congo, était au Congo à cette époque-là, mais c'est lui qui m'a transmis le goût, justement, du français, de la lecture, etc. Ah, quand même. Donc il a eu un rôle non négligeable. Oui, bien sûr. C'est pas un père pleinement absent. Il a quand même eu le soin. Non. Ok. Voilà. Merci de. Okay. Mais c'est avec ma mère qu'on grandit. Et puis, et au lycée, je me révèle parce que des études littéraires. J'ai une professeure. C'est la première fois que j'ai ce modèle-là en face d'une femme noire qui s'appelle Bintou.
qui est une professeure excellente, D'accord. brillante, passionnée par ce qu'elle fait. Et là, ça m'ouvre des portes de possibilités. Je me dis, en effet, je ne veux pas forcément devenir professeur de français, mais c'est possible. D'accord. Et donc, elle nous accompagne avec mes camarades de classe. Je sors de ce rôle-là de l'intello qui ne sait pas trop comment se positionner. J'embrasse, voilà, en plus avec l'aide de ma sœur qui, elle, est fan de classique, de lecture classique, etc. Bon, bref, je grandis dans cet environnement-là. Et à l'université, là, je me déploie, notamment grâce à la sociologie. Et puis, je me rends compte que la sociologie, en termes de carrière, c'est un peu compliqué. Je me dis, je vais bifurquer vers le journalisme, mais toujours dans cette volonté d'écrire. Le journalisme, c'est l'investigation, les enquêtes, aller chercher les angles morts, et vraiment, je m'amuse à proposer ensuite des piges, c'est-à-dire je ne suis pas dans une rédaction à proprement parler, mais je vais proposer des sujets à telle ou telle rédaction. Je vois bien que ça prend. Ensuite, je crée ce podcast qui s'appelle Extimité. Donc c'est le fait de parler de sa vie intime pour mieux se la réapproprier. Donc il y a une question de mettre au dehors son intimité, mais de manière politique. Et là, on reçoit des personnes qui sont à l'intersection de plusieurs oppressions au niveau de la couleur de peau, du handicap, de la sexualité, etc. Et je me rends compte qu'en effet, on a des choses à dire, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à montrer aussi pour qu'on évolue en tant que génération, qui comprend et conscientise les oppressions, mais aussi nos luttes et nos victoires. Et le détonateur Oui. qui t'a amené dans la rédaction de cet ouvrage? C'est l'absence. C'est l'absence. C'est-à-dire que c'est l'écart entre notre vécu, en tout cas en tant que personne noire, en tant que femme noire, entre ce qu'on vit à l'école, cette charge de la performance du soi pour être intégré, pour être humanisé. À partir du moment où en fait, je suis journaliste, mes articles, je récolte finalement des informations, des expériences de personnes qui me disent, qui témoignent de choses. Donc cet écart-là et l'absence de cette charge raciale. Et est-ce que tu fais une différence entre être humanisé, déshumanisé en l'occurrence, et infériorisé? Oui, il y a une différence. Okay. S'il y a deux mots, c'est qu'il y a une différence. On pourra en parler plus justement. Mais... Non, et donc... ça a l'air d'être de rien comme question. C'est parce que la déshumanisation, c'est un acte beaucoup plus brutal et violent qui t'arrache à ton humanité, qui peut donc par conséquent te jeter dans une forme de haine légitime d'une certaine façon. Tandis que l'infériorisation, tu rentres dans un critère d'évaluation qui peut peut-être à l'inverse t'amener à prouver à toi-même et au reste du monde que tu n'es pas inférieur, mais au contraire, à minima égal, peut-être même supérieur. Oui, disons que la déshumanisation, elle n'est pas forcément brutale. Hein. On le voit à travers l'histoire. La déshumanisation, ça peut être très lent, ça peut être justement amené par une idéologie scientifique. Enfin, c'est pas forcément une brutalité. Mais déshumanisé ou infériorisé? J'ai été infériorisée. Okay. Pourquoi je l'ai été? Parce que en tant que catégorie, appartenant à une catégorie, c'est-à-dire des personnes noires racisées en France, nous sommes déshumanisés, nous avons été déshumanisés historiquement, et il y a encore les miettes, on va dire, de cette déshumanisation historique. Okay. Et donc, la charge raciale n'a pas d'écho, il y a une absence. La charge mentale, on l'a vu, il y a eu un fracas, un écho médiatique, ça a été repris, c'est rentré dans la culture populaire désormais. Et en face, je me dis, mais en fait, cette charge raciale, est-ce qu'un chercheur, une chercheuse va s'emparer du sujet, de la question, pour qu'enfin on puisse mettre les mots sur parce que le discours façonne évidemment notre expérience, pour qu'enfin on soit légitime à dire, regardez, dans telle et telle situation, voici de manière scientifique ce qu'on vit. Et donc cette absence-là, mais j'attends pendant quelques années, 2019, 2020, etc. Je me dis, je vais écrire ce livre. Certes, je n'ai pas un parcours académique, mais avec des appuis solides de sociologie, de journalisme, en tant que militante, et en convoquant aussi l'interdisciplinarité, je me rends compte que il y a un bagage sérieux et que ce livre-là peut naître. Et en effet, vu l'écho qu'il a eu, vu la critique qu'il a eue, je me rends compte que c'était nécessaire que ce soit enfin inscrit dans le paysage littéraire de l'édition. D'accord. Donc le but de ce livre, c'était de faire état de l'existence de cette charge raciale, au même titre que d'autres ont pu mettre en lumière la charge
mentale que subissent majoritairement les femmes, notamment les mères de famille. Tout à fait. Très bien. Est-ce que, avant de basculer dans des questions plus spécifiques concernant le diagnostic évoqué dans l'ouvrage, vous avez une question ou deux à soumettre à Douce? Non? Moi, j'ai pas de questions, mais moi, je suis bluffée de voir comment elle a réussi à combattre tous les obstacles qui se sont mis face à elle. Et elle en a fait quelque chose d'abouti dans un livre. Et franchement, c'est chapeau. Merci. Très bien. Non, Oui. exactement. Aucune question. Non? On peut. Très bien. C'est bien sage, les frères, aujourd'hui. Je vous ai connu plus. Ah, Fabrice. C'est que le début, c'est que le début. C'est l'échauffement, je crois. L'échauffement. Ils ne sont pas encore bien réveillés. Alors, concernant maintenant, on va rentrer dans le contenu de l'ouvrage. Concernant le diagnostic que tu dresses, on a eu à échanger longuement au micro d'un autre média. Et je pense que toi aussi, tu as fait cette expérience, lu un certain nombre de commentaires. Et ce qui revenait souvent de la part des membres de l'autre communauté, on peut pas dire, la communauté dite blanche, c'est une vision, en tout cas, qu'ils voient en toi une forme d'acharnement. Moi, j'avais évoqué le souci, la crainte d'être perçu comme étant obsédé par la blanchité ou l'identité blanche. Comment expliques-tu, déjà, est-ce que tu comprends cette critique, ou tu estimes, ou tu n'y vois qu'une excuse pour détourner le regard? Oui, je la comprends, mais comprendre ne veut pas forcément dire accepter. Je la comprends parce que ces gens-là n'ont pas une expérience géographique située de ce que ça veut dire être une personne racisée. Comme je vous le disais précédemment, quand je nais au Congo, je n'ai pas d'obsession, entre guillemets, de la race. D'accord. Parce que la question de l'ethnie, du tribalisme, à moindre mesure, est plus prégnante que la question raciale. Donc on voit bien que à partir du moment où mon corps se déplace, ma conscience se déplace dans une géographie particulière, c'est-à-dire l'Europe, l'Occident, la question raciale, les rapports de force sont présents. Parce que autant au Congo, ce rapport de force-là, il a été vécu par l'impérialisme, par le néocolonialisme au niveau économique, mais au niveau existentiel, de la valeur que j'avais par rapport à moi-même, du regard qui m'était assigné ou de la place qui m'était assignée, c'était très loin. Alors, je vais reformuler la question d'une autre manière, qui te permettra de prolonger ta réponse, en lisant un extrait de ton ouvrage, page 47. Le regard blanc nous intime des manières de penser et d'être pour être bien conforme à l'ordre racial qu'il a établi. Donc le regard blanc nous intime des manières de penser et d'être. La question qu'on peut se poser, est-ce que le regard d'un gilet jaune, le regard d'un poissonnier est le même regard que celui d'un Bolloré, selon toi? Dans la citation, les mots-clés sont contrat ou ordre racial. Il faut comprendre qu'en sociologie ou dans une vision matérialiste, l'approche n'est jamais individuelle, même si c'est très important et qu'on a des approches interindividuelles entre personnes. L'approche est toujours macro. Le regard blanc, ce n'est pas le regard du poissonnier ou du gilet jaune, c'est la manière dont les systèmes sont configurés. On va déshumaniser un certain groupe racial en disant que ce groupe-là, et on va l'acculer de plein stéréotypes, et donc ces stéréotypes-là, il faut bien qu'ils soient validés ou en tout cas qu'ils soient acceptés par une certaine population. Et là, pour le coup, donc on parle des hommes, des femmes, on peut parler aussi des noirs et des blancs, de manière très schématique. Et donc, quand on dit les personnes noires sont, vous mettez tout ce que vous voulez, en face, il y a des personnes qui, depuis toujours, il y a des manières de penser qui sont intégrées à travers les médias, à travers les livres, la fiction, l'idéologie, la pensée. Et donc, quand on n'a pas de recul sur ça, et c'est ce que fait la sociologie, on est imprégné de ces stéréotypes. Et donc, le regard blanc se façonne toujours à travers les productions audiovisuelles, littéraires, médiatiques. Et donc, il y a des personnes blanches, évidemment, qui ont conscience de ce regard blanc-là, et de manière générale de l'ordre racial, qui s'en détachent, qui font le travail de déconstruction psychique, qui se disent « Ah, attends, là, tiens, pourquoi je n'ai pas embauché cette personne, par exemple, un RH, prenons cet exemple-là. Ah oui, parce que de manière tout à fait normale, en tant que personne, on a des biais cognitifs. Notre cerveau va aller plutôt vers le même, vers ce qui nous rassure, parce qu'on a été élevé comme ça, parce que notre famille n'a pas eu des amis, des personnes noires, etc. Donc,
cet ordre racial-là, ce qu'il veut, c'est un statu quo, c'est la répétition du même. Il y a des personnes qui méritent plus, il y en a qui méritent moins. Tout ça a collé à des stéréotypes. Donc c'est ça le regard blanc. Donc tu rejoins un peu le diagnostic, d'ailleurs tu l'as évoqué, de Charles Mills. Tout à fait. Ou de Aimé Césaire lorsqu'il a fait une rupture, considérant que finalement ce qu'on lui avait dit, à savoir que le regard social devenait le regard racial, il a compris, enfin en tout cas son diagnostic rejoignait le tien, il a compris que c'était peut-être pas vrai, que derrière les distinctions sociales, pauvres, riches, eh bien se cachait derrière un même inconscient collectif. Je vais céder la parole à mes camarades, histoire quand même aussi d'intervenir et de soumettre une question qui concerne le contenu de l'ouvrage ou éventuellement sur ses réponses. Je vous cède la parole. Et moi déjà, je tenais à lui dire merci pour ce livre parce que ça fait plaisir en tant que frère de voir, frère de sœur, pardon, de sœur, de voir une femme noire parler de cette problématique qui est une problématique réelle. De la charge raciale et de tout ce qui s'ensuit. Et ça a été très bien explicité dans le livre. Moi, ma question, elle se porte plutôt sur une chose, parce qu'en fait, la charge raciale, d'accord, mais on est dans un monde dominé par l'homme blanc, entre guillemets, hétérosexuel. Donc effectivement, il y a des gens qui ne sont pas de la norme, subissent, je veux dire, les personnes homosexuelles, les personnes noires, les femmes, peuvent du coup subir, entre guillemets, ce patriarcat-là. Ma question, est-ce que vous pensez, je sais pas si je peux, est-ce que vous pensez du coup que du coup la convergence des luttes est une bonne chose ou pas, dans le sens où dans la communauté afro, on dit souvent que la cause des Noirs n'est pas, soluble, n'est pas, soluble. Oui, voilà, n'est pas soluble à d'autres causes comme la cause LGBT ou autre. Alors. En fait, cette question me fait penser à... en fait, pour qu'il y ait convergence des luttes, il faut qu'il y ait reconnaissance de l'intersection des oppressions. Mais cette grille de lecture de l'intersectionnalité, qui a été donc érigée par Kimberly Crenshaw, qui est une juriste afro-américaine dans les années 90, voilà, où elle montre que ce n'est pas seulement une question de race ou une question de genre. Par exemple, une femme noire va subir un truc bien spécifique, quelque chose de bien spécifique, une oppression bien spécifique à la croisée de son genre et de sa race. Donc, mais moi, la question, c'est qui converge vers qui ? Dans nos milieux militants, on va souvent prioriser en disant, si je reste dans la communauté afro, en disant, alors, le racisme, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc la question du féminisme, la question de LGBT, les enfants, le validisme, etc., ce sera plus tard, parce qu'à partir du moment où on sortira de cette problématique, ou en tout cas de cette vision raciale du monde, par nos luttes, etc., on y arrivera. Donc ce sont en général des hommes noirs qui vont dicter, des hommes noirs, hétéros, etc., cis, tout ce que vous voulez, qui vont dicter l'agenda des luttes. Or, la binarité, la dualité, c'est le fondement même de la blanchité pour moi, c'est le fondement même de la vision, de la cosmovision occidentale. C'est-à-dire vouloir séparer les individus, les identités, les causes. Alors là, tu viens de dire quelque chose de puissant qui mérite quand même qu'on s'y attarde, si je puis me permettre. La binarité, c'est la création de l'ordre racial. Bien sûr. Ok. Donc lorsque, par exemple, autour de la figure du yin et du yang, qui ne dépend pas de l'ordre racial occidental, on estime que la vérité, le concept même de vérité, découle de cette binarité sémantique, grand, petit, laid, beau. Donc, toute cette binarité sémantique qui serait censée construire la vérité systémique, pour toi, ça vient au second plan, et c'est d'abord la vision ou l'ordre racial qui déterminerait une binarité dans la perception, dans la compréhension du réel. Oui, bien sûr. Okay. En fait, là, vous parliez de yin et yang, mais en général, on parle du Tao. La science, le Tao, qui est une science, parle du Tao en lui-même, et non du yin et du yang. Mais parce qu'il fallait manifester les extrêmes de ce Tao-là, parce que entre le yin et le yang, il y a le yin-yang, le yang-yin, le yin... Enfin, voilà, il y a des... Vous voyez, c'est un spectre, au final. Et donc, on est censé balayer ce spectre, comme la féminité, la masculinité. On est censé balayer. Sauf que l'Occident, à partir du moment où l'Occident a voulu coloniser
toute la Terre, il y a eu besoin de dire, voilà, il y a eux, les sauvages, les barbares, et il y a nous. Donc, polarisation. Il y a les humains et il y a les sauvages. Il y a ceux qui ont une âme et il y a les autres. Il y a le sexe fort, les hommes, et il y a le sexe faible. Il y a le blanc, le noir, etc. etc. Donc, pour justifier. Le regard anthropologique domine, selon toi, le regard purement métaphysique ou le regard Ce sont scientifique. les deux, justement. Il n'y a pas de séparation. Okay. C'est à partir du moment où on a décidé qu'il y avait il y avait donc des personnes qui méritaient de vivre, d'être humanisées, et d'autres non, qu'il a fallu justifier. Donc la science s'y est mise, la religion s'y est mise, la religion catholique notamment, et donc ensuite, voilà, les arts, etc., tout ce qu'on peut, tout ce qui peut être conducteur d'une pensée, d'une idéologie. Et donc ce que je dis par là, c'est que cette convergence des luttes-là, il faut seulement se poser la question, qui décide de converger vers quoi? En général, il y a un centre, donc la pensée dominante, dans la culture afro, ça va être les hommes noirs, plutôt voilà, hétéros, cis, etc., qui vont demander, parfois exiger, en mettant de côté d'autres problématiques, que la marge converge vers le centre. Et nous, ce qu'on dit, c'est non, sortant de cette vision-là, soyons des constellations, c'est-à-dire n'ayons pas peur justement de voir l'exemple de l'univers de la nature. Soyons des galaxies, c'est-à-dire qu'on fait des liens, comme la manière dont notre cerveau fonctionne. Hein. Voilà, il y a des synapses, il y a des neurones. Connectons-nous, faisons des alliances stratégiques, mais la convergence des luttes, pour moi, elle est un peu utopique, et je suis quelqu'un de plutôt positif, parce qu'il y aura toujours des dynamiques de force, tant qu'on sera toujours dans cette vision très binaire, très duelle, de ce que c'est qu'être un humain. Et donc, voilà, stratégiquement, on peut faire des alliances quand il y a besoin, mais en attendant, on est toujours dans un processus de construction. Donc, il faut qu'il y ait certains groupes. Voilà, il y a des femmes noires qui vont se retrouver, il y a des femmes LGBT noires qui se retrouvent, mais ce n'est pas pour autant que nous sommes en guerre intestine. Bien au contraire, on sait l'existence des autres, on reconnaît qu'ensemble on a un pouvoir, mais qu'il faut qu'on travaille aussi sur ces dynamiques de pouvoir-là. Et le moment venu... Qui devrait décider? Comment? Qui devrait décider? C'est-à-dire? Qui devrait décider de qui vient vers qui dans la lutte de convergence des causes? Par exemple, on a vécu une séance quand même assez édifiante pour les législatives. On a bien vu que là, il n'y avait pas besoin de décider qui vient vers qui. C'est-à-dire qu'on est allé parler à nos gens de banlieue, auprès des WhatsApp n'a jamais été aussi, mais alors inondé. Même moi, j'ai compris qu'il fallait aussi aller sur le terrain des tantines, des tapas, etc. Les personnes LGBT, les milieux militants, on a bien compris que là, il y avait quelque chose de plus grand que nous. Donc, on n'a pas eu besoin de décider. Mais en revanche, c'était dans une réaction au niveau de l'urgence. L'urgence, mais pas de l'urgence afro. Là, tu parles des législatives, vous parlez des législatives. Ah bah si, quand même, l'urgence. Alors, c'est pas une problématique qui vient de notre communauté, mais si le RN avait gagné de manière, on va dire, plutôt totale, parce que là, c'était plutôt relatif, ça nous aurait forcément touché politiquement, économiquement, etc. Moi, je ne partage pas cet avis. Je crois humblement que ce soit RN, que ce soit droite ou gauche, pour moi, c'est les mêmes individus. C'est-à-dire que, inévitablement, la gauche a été au pouvoir, la droite a été au pouvoir. Le comportement inévitable de l'homme blanc vis-à-vis de l'homme noir n'a jamais changé. Je crois que, pour moi, le RN au pouvoir, c'est de la fumisterie. Et je ne crois ni au parti de droite, ni au parti de gauche. Pour moi, ce sont les mêmes individus. C'est-à-dire qu'on a eu le président de la République de gauche, qui a mené une politique de droite. Ça n'a pas changé le regard. Nous avions même eu Christiane Taubira, qui a été insultée, vilipendée. C'était une femme noire. Ce n'était pas le RN. Nous avons eu Manuel Valls, par exemple, qui disait qu'il fallait un peu plus de black, de white et de blancos. Ça n'a rien changé. Ce n'était pas le RN. Vous avez eu Nicolas Sarkozy. Moi, je n'ai jamais vu concrètement, en réalité, le RN au pouvoir. Et la gauche et la droite se sont succédés, mais ça n'a rien changé. La politique, c'est très cynique. Je pense que je ne vous apprends rien. C'est très pragmatique aussi. Évidemment que les individus... Moi, je ne crois pas au vote. Il y a un an, j'ai obtenu la nationalité française, donc je suis franco-congolaise. J'ai dû voter parce que je suis descendue de mes principes que je pensais très haut. C'est-à-dire, voilà, je ne voterai jamais, ce sont tous les mêmes, etc. Je ne suis pas dupe. Mais il faut comprendre que ces politiques-là, peu importe les individus, il y a des personnes moins bien privilégiées que moi qui vont subir de plein fouet
les décisions du RN. Peu importe qu'on se dise oui sur le long terme, au final, pour la communauté noire, c'est plutôt la même chose. C'est pas très différent. Il faut comprendre que les personnes migrantes qui n'ont pas de papier, les mères isolées, elles sont directement impactées par le fait qu'on supprime par exemple l'AME. Et donc, moi, je me dis... On parle de la supprimer là. Oui. Est-ce que c'est le RN? Oui, mais justement, C'est pas si le ça RN, avait été mais- le RN, parce qu'ils sont quand même plus ou moins majoritaires, en fait, si ça avait été ce qui le nous RN, gêne, ça aurait été... ouais. Il n'y Mais aurait si pas ça eu avait- de discussion. C'est toujours du Là, il y a conditionnel. des forces Ouais. Mais oui, mais il y a des forces là qui se battent parce qu'il y a des points stratégiques à l'Assemblée, notamment avec le NFP, qui contrôlent l'économie. Donc là, c'est un point stratégique. C'est-à-dire qu'il y a un débat. Mais ce n'est pas un débat idéologique, c'est un débat au niveau de la praticité, au niveau de la loi. Je prends cette Et saison donc- parce que vous avez parlé des législatives. Et je crois, en tout cas, moi, que l'émancipation de la communauté noire ne passera pas par la politique lambda. C'est-à-dire que les Noirs auront beau intégrer droite, gauche, LFI ou que sais-je, ça ne changera pas la réalité de l'homme noir. L'homme noir doit être son propre édificateur. Et que par conséquent, c'est à lui de créer, à la rigueur, s'il a envie de faire son propre parti, mais il a plutôt intérêt de s'organiser de Un parti manière... racial. Bien sûr que oui, pourquoi pas. Ok. Pourquoi pas? En fait, je fais partie de celles et ceux qui pensent qu'il faut se réconcilier avec le mot communautarisme. Parce que vous êtes en France, il y a quelques années, le président Nicolas Sarkozy avait dit à juste titre que lorsque vous touchez un membre de la communauté juive, vous touchez à la France entière. Vous avez eu le dernier président de la République qui parlait de problématiques avec la communauté corse, mais que la communauté corse faisait partie intégrante de la communauté française. Et le mot communautaire ne devient négatif qu'à partir du moment où il se juxtapose au mot noir. Si le président de la République et les hommes politiques arrivent à reconnaître qu'il y a des communautés, qu'il existe des communautés juives, des communautés basques, des communautés corses, c'est qu'il peut exister d'autres communautés. Et la problématique ne s'impose à nous qu'à partir du moment où on met communauté et derrière noir. Et on dit tout de suite, mais attendez, vous voulez vous organiser en communauté? Il ne devrait jamais y avoir de problème à s'organiser dans ce que j'appelle la communauté, donc c'est-à-dire un groupe d'hommes et de femmes qui se regroupent autour d'un intérêt qu'ils considèrent comme étant substantiel. Néanmoins, la communauté doit savoir s'effacer au profit de la nation. À partir du moment où la nation reconnaît la communauté en tant que telle et les éléments constitutifs de cette communauté qui est l'homme noir. Et pour le cas aujourd'hui en France, c'est pas ce dont j'ai l'impression. Je termine là-dessus, je te recède la parole. Sur le plan politique, parce que là on parlait des élections, tu penses que tous les juifs appartiennent au même parti? Il n'y a pas des juifs qui sont encartés à gauche et d'autres qui sont Ah encartés non, à pas droite? du tout, pas du tout. Non, il existe des juifs de gauche, de droite, des juifs qui ne sont pas dans le parti politique. Donc, Pourquoi cette question? Non, parce que tu évoquais l'éventualité, ou en tout cas ton souhait qu'on voit émerger un parti communautaire racial. C'est même pas... Après, tu as pris pour exemple les juifs. Non. Alors, non, j'ai pas pris pour exemple les juifs, parce que j'ai pas dit que les juifs étaient organisés. C'est l'extérieur au plateau qui a parlé du CRIF. J'ai pas parlé du CRIF, donc j'ai pas pris exemple les juifs. J'ai cité les mots juifs, communauté juive, Ouais. communauté basque, communauté corse, parce que communauté est derrière, on y met ce qu'on en veut. Et donc je dis par conséquent que nous devrions aussi avoir la communauté noire. Pas fondamentalement dans un parti politique, Ah, ok. puisque pas dans un parti politique, mais autour d'une organisation qui impose sa force, puisque vous l'avez dit tout à Je pensais l'heure. que c'était parti politique. Non, pour c'est ça. un parti politique. Ok. Et je le rejoins complètement sur ce point-là. Et Pas pour- comme un CRIF, quoi. Un CRIF Sur le afro. crime, et pour rebondir sur ce que vous avez écrit dans le livre, et qui est très intéressant, enfin, et vous avez dit aussi qu'il était important qu'on se regroupe entre guillemets en communauté pour penser nos plis entre guillemets, et pour pouvoir demain, du coup, être une force. Et moi, c'est sur ça que je vous rejoins beaucoup plus que dans la charge raciale, parce que oui, on la vit au quotidien. Enfin, je pense qu'on l'a tous vécu plus ou moins. À certains égards, que ce soit à l'école, dans le cadre de notre travail, ou enfin, voilà, de plein de choses. Mais je pense vraiment qu'il faut qu'on s'organise entre nous et de ne pas être entre guillemets dans cette victimisation, même si je sais que vous ne l'êtes pas totalement, mais de dire qu'il faut qu'on soit représenté dans des partis politiques. Quand tu dis qu'elle ne l'est pas totalement, tu sous-entends qu'elle l'est un peu quand même? Ben, non, en gros, il y a oui, effectivement, c'est une très bonne question. Je vais essayer d'y répondre. En gros, ce que je dis, c'est que la charge raciale, on la vit et c'est une réalité. Elle a été vécue aussi par nos parents différemment. Et aujourd'hui, par le biais de nos études, de nos lectures et de plein de choses, on s'en sort un petit peu. Ça veut dire que je pense que de même, mes enfants, ben, ils auront accès à plus de choses que je n'ai eu accès ou que mes parents ont eu accès. Pardon. Et donc, du coup, je pense qu'il est important qu'on s'organise en communauté, hommes, femmes. Hein. Il n'y a pas que les hommes qui vont décider. Et de ça,
par exemple, si demain on est oppressé si un membre de la communauté est oppressé, on sera organisé avec des avocats, avec des personnes qui sont, on va dire, une certaine forme d'élite, même si j'aime pas trop le terme, et qui vont permettre, du coup, de défendre nos droits, sans qu'on ait à demander à un parti politique ou à une personne connue, entre guillemets, enfin, une personne blanche, entre guillemets, puissante, entre guillemets, encore une fois, qui va défendre notre parti, enfin, notre cause. Moi, j'avais quand même, je voulais quand même poser une question, ou du moins soulever un point, parce que quand on parle justement du rassemblement de la communauté noire et quand on parle du sujet de la minorité, justement, ça me fait penser notamment à la question LGBT, qui est un sujet très très sensible, très touchy dans la communauté noire. On sait à quel point une personne LGBT, ça peut être un sujet très douloureux pour quelqu'un qui est dans la communauté afro. Comment faire, par exemple, quand vous êtes dans une famille africaine classique? Quand je dis classique, c'est-à-dire qui forcément a une religion, soit chrétienne, soit musulmane. On sait que, par exemple, une personne de cet acabit ou encore, par exemple, le sujet de la santé mentale aussi, ce sont des sujets tabous chez nous. Ce sont pas, enfin quand je dis tabou, oui, ce sont quand même des sujets difficiles à aborder. C'est une excellente question. Attends, juste je termine mon propos. En fait, c'est parce qu'il y avait une thématique, elle n'a pas fini de répondre à son propos, mais Pardon. on va revenir dessus. Oui, on va le garder en suspens, on va pas l'interrompre. Très bien. Et si vous pouviez impressionner vos interlocuteurs, tant par la finesse de vos raisonnements que par la puissance de vos arguments. Je suis venu vous livrer une méthode 5 étoiles qui va vous permettre d'acquérir cette compétence, qui vous permettra de structurer vos idées avec clarté et précision. Elle vous permettra également d'argumenter avec persuasion et conviction. Inscrivez-vous dès maintenant si vous êtes déterminé à transformer votre vie en prenant enfin possession de vos pleines capacités intellectuelles. Très bien. C'est le cœur les affects. Alors, oui, je suis d'accord. Mais je peux vous répondre parce que, en fait, cette question-là ou en tout cas, la rhétorique qu'on nous sort, c'est oui, il faut qu'on s'organise. Point. Et la deuxième oui, mais comment on fait ça deuxième observation et la sur victimisation. Voilà. Comment on s'organise si idéologiquement on n'arrive pas à mettre les mots sur ce qu'on vit? Parce que c'est en effet important. Voilà, c'est important de se dire oui, on l'a vécu, oui, nos parents l'ont vécu, mais si on ne met pas les mots, c'est-à-dire on ne voit pas les mécanismes qui se jouent, comment on les détourne? Comment on arrive à se détourner de ces mécanismes? C'est ça la force d'un livre, de manière globale, et les constats sociologiques. Et donc, quand on dit oui, organisons-nous, moi je pense que c'est un leurre de ne voir que dans l'organisation purement militante. Parce qu'à partir du moment où on veut avoir un impact, une influence sur les décisions d'une nation, il y a un moment où on va devoir jongler. Donc soit on passe par le lobbyisme, ça peut être une manière de... C'est efficace. Hein, bien sûr, c'est efficace, mais c'est déjà avoir un pied en politique. Donc je trouvais ça paradoxal ce que vous disiez, c'est-à-dire que vous ne croyez pas en ces individus-là qui sont pour vous les mêmes, et en même temps vous voulez avoir une influence politique. Mais est-ce que vous croyez dans la politique, donc la politique politicienne, ou pas du tout? Parce qu'il va falloir trouver un équilibre. Mais qu'est-ce qui est paradoxal? Le fait de dire que je ne crois pas de ces individus-là, mais que nous devons nous organiser pour être notre propre édificateur. Mais regardez les personnes noires qui représentent nos intérêts, parfois, la Guadeloupe, la Martinique, les Antilles, etc. Oui. Ces personnes-là, quand elles arrivent au cœur de la politique française, elles sont happées par la machine politique. Pourquoi? Parce que ce sont encore excusez-moi de vous couper, parce que ce sont encore des hommes et des femmes qui sont individuels, qui sont seuls et qui croient qu'ils peuvent changer le système de l'intérieur. On est d'accord. Et bon nombre d'hommes et de femmes avant nous ont pensé qu'ils pouvaient changer un système de l'intérieur. Or, le système ne se change pas de l'intérieur. Donc ces hommes-là dont vous parlez, Antilles ou pas Antilles, qui s'activent, pensent que, mais on voit bien. Donc on est obligé, nous, de se baser sur l'histoire, après de faire autrement. Et donc de trouver une nouvelle manière de pouvoir d'abord peser, de peser économiquement, de peser médiatiquement, afin seulement, à partir de ce moment-là, de pouvoir peser sur la politique. Celui qui croit que la politique change le monde est un fou, parce que ce ne sont pas les politiciens qui gèrent, ce sont les institutions d'hommes et de femmes qui sont plus puissants et qui financent ces hommes politiques. Et donc celui qui croit... Ces institutions font partie du système ou pas? Ils sont partie intégrante du système. On peut changer le système de l'intérieur dans ce cas. Non, on ne peut pas changer le système d'intérieur. Et même si ces institutions font partie intégrante du système, le système a quand même une hiérarchie.
Ok. Et par conséquent, c'est ce que le président de la République appelle la théorie du ruissellement. Ouais. En haut de la pyramide, il y a des gens qui décident, Qui sont issus des institutions. Des institutions. mais qui sont créés par eux-mêmes. Et donc, ils sont dirigés par ces hommes. Je prends la politique, je prends un homme comme Bolloré Ouais. et les politiciens. Oui. Je prends par exemple l'élection de Emmanuel Macron, le président de la République. Ouais. C'est la première fois en France que nous avons un président qui est élu qui n'avait pas de parti politique et qui n'avait pas de programme. Comment a-t-il été élu? Par la force Par médiatique Sciences Po et par l'ENA. qui nous ont vendu. Par les pas- lobbies. Pas seulement. Si on veut, mais Si on veut. pas au-delà, non, Les- au-delà Par de, le grand patronat. au-delà de Sciences Po Exactement. et de l'ENA, la masse vote. On est d'accord? Alors la masse est Attends, orientée non, à mais voter. la masse vote. Est orientée à voter. D'accord. Et la masse est orientée. Mais elle n'est pas orientée directement par Sciences Po, elle est orientée par celles et ceux qui ont la puissance médiatique. Exactement. Et donc, Ils sortent d'où? donc, c'est une question subsidiaire, mais je vais y répondre. c'est une J'ai une question. On a beau sortir de l'ENA, il y a des hommes et des femmes noirs qui sortent de l'ENA, bon, qui sont diplômés, mais ils n'ont pas cette force, ils n'ont pas cette énergie, ils n'ont pas cette puissance médiatique. Et donc, par conséquent, ils n'ont aucune influence. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez la possibilité de peser financièrement, d'acheter des médias, parce qu'il y a quelques années en France, les groupes médiatiques n'appartenaient pas à des milliardaires. C'est à partir du moment où ces milliardaires se sont rendus compte qu'ils avaient un intérêt de posséder pour influencer la masse qu'ils les ont achetés. Et donc ça a changé. Et donc pour revenir à ma question, le président de la République a été élu par les médias. Depuis la nuit des temps, les médias appartiennent aux milliardaires. Pas depuis les déjà, temps. je t'assure, depuis déjà même en France le 19e siècle, c'était silence, l'argent coûte de l'or. C'est-à-dire depuis Non. tu lis Balzac, Il y a- les médias ont je- toujours. il y a- en je- Angleterre, je- tu regardes Rupert Grande Murdoch, famille. tu regardes aux États-Unis, Ouais. c'est le propre même du pouvoir. C'est celui qui est milliardaire, il sait Aujourd'hui, qu'il a intérêt. aujourd'hui, dominer donc les esprits. je vais même préciser mon propos. La quasi-totalité, pour être plus précis, des médias sont détenus par les mêmes individus, les mêmes hommes. Avant, effectivement, il y avait des hommes riches, on peut considérer qu'ils soient milliardaires ou millionnaires, qui possédaient ces médias. Aujourd'hui, ce sont 3, 4 individus qui possèdent la totalité. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que vous avez la capacité d'influencer la masse. Et quand vous avez la capacité Alors, d'influencer la masse, vous faites Oui, élire qui alors, vous voulez. mais donc, en fait, vous croyez au capitalisme noir. C'est ça. Pour résumer. Non. Parce que Non. si l'influence économique, parce que c'est ce que vous dites là, on vient vers la question économique. Comment nous Pas que, organiser j'ai pas dit que ça. Oui, mais la question des médias, de l'influence idéologique, c'est Médias, par le biais. intellectuels, je ne parle pas que de médias, je ne crois pas au Oui, capitalisme. mais en fait, la manière dont vous décrivez ce système-là, c'est comme s'il n'y avait pas de relation interindividuelle. C'est important de voir au niveau macro, mais les intellectuels qui ont pignon sur rue dans les médias, ce sont des personnes qui ont déjà un capital symbolique et économique qui sont en lien avec ces élites-là, donc ces élites économiques. La bourgeoisie intellectuelle de gauche, et malgré ce qu'on veut croire, même si elle n'a pas un capital économique mirobolant, est en lien avec cette bourgeoisie-là. Sans Et donc, contredire, je nous, suis d'accord. comment on s'organise? Est-ce que c'est par le capitalisme noir? Et en effet, si c'est par le capitalisme C'est pas ce que je dis, moi. noir... Ne me faites pas dire, alors, c'est pas comment ce que on je dis. s'organise si ce n'est pas par la politique, pas seulement, mais plutôt au niveau économique, avoir un poids économique, mais comment on le fait? Parce que cette Alors, question de comment s'organise? l'organisation... C'est une nébuleuse. C'est une nébuleuse. C'est-à-dire que de toute façon, là, comme n'importe quelle communauté, comme vous l'avez dit, d'abord, il faut, enfin, comme pardon, le frère l'a dit, il faut d'abord peser économiquement et le Mais comment? reste va s'ensuite. Bah, comment? C'est comment- très simple. Oui. Il faut commencer de manière très simple par éduquer nos enfants. Voilà. Bon, en éduquant nos enfants, nous allons permettre à nos enfants d'avoir accès à des métiers que nous n'avons pas eus. Nous allons créer des richesses, nous allons peut-être créer des nouveaux Zuckerberg, nous allons créer de nouveaux individus. Ces individus vont financer d'autres institutions. Nous allons monter des institutions médiatiques, cinématographiques, pour pouvoir permettre à nos enfants de prendre de la valeur. Ce faisant, nous serons en mesure non seulement de permettre à un nombre d'hommes et de femmes afro de prendre conscience qu'il y a une possibilité politique à ce moment-là, qui vient au dernier ressort, pas en premier comme vous le souhaitez. Et à ce moment-là, ces enfants et ces hommes et ces femmes qui financièrement auront la possibilité d'avoir des avocats, d'avoir des institutions fortes, d'avoir des Instagram noirs, des TikTok, à partir de ce moment-là, nous aurons la possibilité de peser, de dire allons voter, non pas en tant que LFI, parce que LFI au pouvoir, je ne suis pas convaincu que nos vies changeraient, droite ou gauche, à ce moment-là, même nous aurons la possibilité, comme le font un certain nombre de minorités ici en France, parce que je ne suis pas convaincu qu'ils soient beaucoup plus aimés que l'homme noir. La différence, c'est que ces communautés-là sont beaucoup plus puissantes. On les aime pas plus autant, c'est qu'elles sont beaucoup plus puissantes. Ce faisant, ils ont un mot à dire. Vous l'avez dit tout à l'heure tous les deux, la puissance ne reconnaît que la puissance. Donc nous aurons beau, en tant qu'homme noir, nous dire que, bon, écoutez, le capitalisme, pour mettre des grands mots, et de dire que il faut faire de manière différente. Je vous dis que
Ça passe par l'éducation, comme le dit souvent le frère Aman. D'accord. À partir du moment où, dans l'éducation, nous allons éduquer des hommes et des femmes qui sont susceptibles de créer une économie, de cette économie pourra ruisseler tout un tas de systèmes polymorphes de manière à arriver là où nous devons être en réalité. Puis Rome, c'est pas fait en un jour. Hein. Donc, c'est-à-dire que toute cette élite là dont on parle européenne, c'est d'abord historique. Ils sont là depuis longtemps. Nous avons tout à faire. Il ne faut pas oublier que l'Afrique est sortie il y a très peu de temps bien sûr, de sa colonisation. Donc nous avons tout à faire et je pense qu'il y a une révolution interne que nous devons mener. Nous avons toutes les ressources, mais il manque des infrastructures. Ils ont bien veillé à ce que ça ne puisse pas se faire. Donc ce n'est que comme ça qu'en fait la voie va se faire et que le chemin peut s'ouvrir pour nous. Mais ça prend du temps. Ces choses-là prennent du temps. Oui, aucun peuple n'a vu émerger sa force. J'essaie de voir le point de divergence. J'ai du mal à le voir. Oui, alors, ce que je veux dire par là, quand je vous pose cette question, c'est que pour moi, c'est un leurre de croire que notre libération, la libération de la communauté afro, se fera dans le ventre de la bête. Parce que, imaginons, on éduque nos enfants, on inculque nos enfants à justement avoir cette envie entrepreneuriale, d'être disruptif et de casser l'économie, etc., en proposant des startups, machin. Des Bolloré afro. Des Bolloré afro. Alors, ça dépend déjà aussi des startups qui vont être lancées. Mais la levée de fonds, elle se fait comment? Par qui? Quels sont les mots utilisés? Est-ce qu'il y a une médiatisation de ces projets-là, de ces profils entrepreneuriaux quand en fait on se rend compte que non, c'est un peu trop afro, mince, c'est un peu trop communautaire. Donc on lisse le discours. Donc au final, les gens ne se reconnaissent pas, ne voient pas une révolution. Alors je vais revenir sur ce que je dis. Juste le donc. La levée de fonds, peut-être qu'il veut dire que ça peut s'organiser aussi en interne. Bien sûr. Il y a des initiatives dans ce sens qui sont déjà mises en place. Avoir des fonds d'actifs, un fonds d'actifs, un Larry Fink. Moi j'attends toujours les médias qui ont promis, des médias afro qui ont promis. Oui. Voilà, c'était le média, ce sont les médias qui allaient tout changer, tout le bouleverser. C'est intéressant. Vous savez pourquoi? Et je ne blâme pas la communauté afro. Je dis juste qu'autour, les forces, pour qu'il y ait une puissance économique, il faut que ce qu'on propose soit en tout cas soit mainstream, soit populaire. Et en fait, auprès de qui? Mais auprès de la France. C'est-à-dire qu'on est dans un pays majoritairement blanc. Nous sommes à peu près 5-6 millions de personnes noires, je pense que ça a augmenté depuis. Économiquement, pour avoir un impact national, il faut qu'économiquement, que nos projets soient médiatisés, que notre influence ne soit pas perçue comme seulement communautaire. Moi, je suis totalement d'accord. Moi, la communauté, ça ne me fait pas peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne me fait absolument pas peur. Mais vous avez une vision, je termine, vous avez une vision américaine de la communauté noire, comment la communauté noire peut s'expanser économiquement et ensuite médiatiquement, politiquement. En France, le fait de nous organiser économiquement, médiatiquement, on se prend des bâtons dans les roues parce que la République en elle-même est indivisible. Donc la manière même de nous penser en tant qu'être, en tant qu'afro, avec de la puissance, etc. Excusez-moi. Ce n'est pas accueilli. Et c'est pour ça que je vous posais la question, comment on fait pour s'organiser? Et vous n'avez pas répondu. Pour moi, c'est au niveau panafricain, c'est-à-dire qu'il faut que cette puissance économique vienne des pays d'Afrique. Voilà. Et parce qu'en fait, la question économique et la puissance économique et idéologique, mais bien sûr que si, à partir du moment où l'Afrique est perçue comme autre, c'est-à-dire libérée du carcan néocolonial, vous allez voir comment les cerveaux, les cœurs en Occident vont se dire... les cœurs de qui? Quel cœur? Les cœurs de la diaspora. Quand on dit la fuite des cerveaux, c'est pas seulement la fuite des cerveaux, il y a aussi la fuite des cœurs. C'est-à-dire l'attachement à la France, aux pays européens, etc. Il va y avoir ce détachement-là. La France, l'Occident va perdre peu à peu, en fait, ses ressources. Et donc, nous, on va repartir parce qu'il y aura une vision panafricaine, parce qu'en fait, on pourra circuler au sein même de l'Afrique, parce que économiquement, il y aura des choses qui vont circuler. Et ce n'est que par là que la France, l'Occident vont se dire « Ah tiens, les personnes noires qui sont dans nos seins, ah ouais, c'est vrai que en fait, cette question du racisme, elle est plus tout à fait légitime en fait d'actualité. » Donc c'est pour ça que je vous posais la question de comment on s'organise. Si on s'organise sur le long terme et seulement une organisation qui est circonscrite au niveau de la France, je peux vous dire que les forces, on n'est pas les premiers à avoir essayé. Répondre, on n'est pas les premiers à essayer. Je sais pas ce que j'ai dit. Vous utilisez toujours des termes que je n'ai pas utilisés. Premièrement,
Deuxièmement, vous dites que la République elle-même est indivisible. Ça, c'est de la fumisterie. La République elle-même est indivisible, ça ne veut rien dire. Je pense Laissez-moi à la terminer. place Laissez-moi terminer. des gens. Hein. Non, Ce n'est pas des propos que je... D'accord, mais la République elle-même est indivisible. Celui qui veut y croire, il y croit, mais chacun sait, celui qui n'est pas aveugle, que ça n'existe pas. C'est le premier point. Le deuxième point, je ne suis pas convaincu, comme vous le dites, que le changement viendra uniquement de l'Afrique. Je crois que le changement est bicéphale, au même titre que la communauté asiatique. Les Asiatiques, par exemple les Chinois, ont à la fois commencé par avoir des autochtones, des individus chez eux, ils les ont envoyés pour se former. Ce faisant, ils sont rentrés chez eux. Lorsqu'ils amenaient les individus, les Américains ou les Français, ils amenaient un apport de technologie, mais celles et ceux qui étaient à l'extérieur envoyaient de l'argent, donc ils ont créé un pont. Ce n'est pas arrivé du continent, et le continent c'est un pont. Donc lorsque vous dites que ça viendra d'Afrique, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi je dis que ça viendra à la fois de nous, donc la diaspora, celles et ceux qui sont ici, et en même temps avec l'Afrique. La solution ne vient pas d'un côté ou de l'autre, c'est une solution polymorphe qui nécessite la mise en valeur et la prise de conscience des individus de part et d'autre. Et quand vous me dites quelle est la solution, je ne vous ai pas apporté la solution, je vous l'ai dit, je vous dis très simplement, il nous faut éduquer, mais pas éduquer qu'en France, éduquer également en Afrique. Et ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez des hommes et des femmes qui financièrement ont la possibilité d'aller monter, ouvrir des écoles indépendantes, qui ne demandent pas les financements du FMI, ou à partir du moment où vous avez des hommes et des noirs, des footballeurs, ou que sais-je encore, qui aujourd'hui on les finance, ils peuvent financer le cinéma africain à la place de Bolloré, qui sur son plateau dit à une femme noire qu'elle ne peut pas avoir Assa Traoré comme exemple, et squeeze son émission, nous montrant encore que c'est l'homme blanc qui décide. Vous pouvez rêver et penser que ça vient d'Afrique, mais si en Afrique les investisseurs sont toujours des hommes blancs, comment l'Afrique fera-t-il? Donc il faut donc que ce soit à la fois des hommes et des femmes ici, qui ont la possibilité d'aller dans des écoles, qui ont la possibilité de mobiliser une force financière, parce que c'est à travers la force financière que l'on peut faire ruisseler tout un certain nombre de choses, l'éducation, la possibilité médiatique. Vous parlez de médias, vous dites, à partir de quel moment les médias pourront plébisciter le fait que des hommes noirs décident telle ou telle chose? À partir du moment où ces médias appartiendront à des hommes noirs. Aussi petit soit-il au départ, comme toute chose, après les choses augmentent, bien évidemment. Donc si on part du principe que pour que l'homme noir puisse s'émanciper complètement, il faut tout d'abord... Et les femmes et les enfants noirs, non? C'est pas... Non, je vais parler de l'humain noir. Je vais parler de... C'est une boutade, je vous en prie, Mais je vais parler de l'humain noir, comme ça nous serons très clairs. Donc, l'humain noir doit partir du principe que son émancipation se fera de manière polymorphe, à travers chaque coin du globe terrestre, parce que lorsque moi je parle de communauté noire, je parle de la communauté dans sa transcendance. Je parle du fait qu'un homme noir, qu'il soit en France, qu'il soit en Ukraine, qu'il soit en Russie, ne devrait et ne doit jamais subir. Et ça passera par une force de la diaspora et la force de l'Afrique. Merci d'avoir précisé votre pensée, parce qu'au départ, ce n'était pas le cas. Et ce que je voulais juste rajouter, c'est que vous avez bien fait le pont en ramenant la question de l'investissement financier en Afrique. Parce que oui, on peut investir au niveau de l'éducation, donc il faut peut-être commencer par fonder des écoles privées en France. Oui. Ok, d'accord, on va commencer par là. Parce que si vous me dites investir dans des lycées privés catholiques ou des grandes écoles, je peux vous dire que le lavement de la cervelle sera la même chose, peu importe à quel point vous avez une éducation radicale à la maison par rapport à votre enfant noir. C'est pour ça que je vous disais que c'est très limite de se dire qu'on va se libérer à l'intérieur du ventre de la bête. C'est pour ça que je voulais justement sortir de cette logique-là, intra-nationale, et aller au niveau de l'Afrique, parce que c'est par là, et quand vous prenez l'exemple de la Chine, la Chine a eu des sous, justement, pour envoyer au départ. Mais parce qu'ils ont fait une révolution en interne. C'est pour ça que j'ai parlé de la révolution tout à l'heure. L'Afrique va devoir... Et ça part d'abord par la conscientisation. Que chaque Noir, qu'il soit en France ou ailleurs, ait cette conscience qu'il y a un moment donné, je dois potentiellement... Mais ça il doit... Enfin, ça passe déjà par l'éducation, bien sûr, dès tout petit, et aussi de se dire... À un moment donné, je suis OK en Europe, c'est bien. Je suis dans tel pays, c'est bien. Mais j'ai aussi un continent d'origine. J'ai ma part à apporter à l'édifice. J'ai ma pierre à apporter. Parce que c'est tout ça qui fait l'égrégore. Et du coup, qu'est-ce que je fais moi à l'échelle individuelle pour que ça puisse... Mais ça ne vient pas comme ça, cette conscientisation. Tout à l'heure, on parlait de la Chine. Je ne sais pas si tous les Chinois ont cette conscience-là. Mais en attendant, force est de constater qu'ils font bloc face au reste.
Mais encore une fois, ils l'ont fait parce qu'il y a eu une révolution. Voilà, mais justement. Et pour moi, cette révolution, il va falloir qu'on y passe. Ouais, mais cette Alors, révolution, qu'est-ce que vous entendez cette Degré révolution ou dont de tu force. parles, C'est Qu'est-ce que hyper, vous c'est entendez intéressant. Pour être sûr, cette- pour être cette- sûr cette révolution que dont tout le tu monde parles. comprenne, pour être sûr que tout le monde comprenne, qu'est-ce que tu mets dans le mot révolution? Révolution, qu'est-ce que je mets dans le mot révolution? C'est-à-dire qu'il va, à un moment donné, Alors, l'exemple de la Chine. l'exemple de Comment la se Chine, manifester ils se cette sont révolution repliés sur eux-mêmes. Mais par qui et par quoi? Non, c'est très important de dire Par ça qui parce que, Voilà. Mao, non, mais la problématique. Laisse-la répondre. Ah, vas-y. Oui. Vas-y. Alors, je ne suis pas en train de vanter les bénéfices de la politique de Mao ni quoi. Hein. Et d'ailleurs, je ne suis pas assez calée pour me lancer dans ça. Mais force est de constater que la Chine a quand même cette force d'avoir su observer ce qui se passait sur la scène mondiale pendant longtemps. Ils se sont repliés. Il y a eu quand même, on va dire, des coupes budgétaires qui ont fait que le peuple a été mis à l'épreuve dans sa chair pendant longtemps. Mais aujourd'hui, ils ont su imposer leur modèle, leur paradigme, et ils savent, ils ont leur propre marque. Par révolution, Ils moi je savent- reviens au mot révolution. Oui, la révolution, c'est d'abord savoir se replier sur soi-même pour pouvoir trouver les sources en interne et ne plus avoir après à tendre la main sans arrêt et dépendre des institutions sans arrêt. International. Oui, mais Internationales, bien sûr, qui nous font beaucoup plus de mal que Sauf de bien, que- en le problème réalité. chinois, À mon Le- sens, Révolution, La France est passée par une révolution. Ils ont changé de système politique. À un moment donné, on est passé de la monarchie à la démocratie. Enfin, vous voyez, il y a un moment. Non, alors là, je simplifie la chose, hein, bien entendu. Beaucoup même, je l'admets. Voilà. Mais il y a un Non, moment mais frère, donné, frère, nous sommes passés. Attendez, je termine juste. Vas-y, vas-y. En Afrique, nous sommes passés de la colonisation à la décolonisation. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Non, parce que le mot révolution, beaucoup l'utilisent. Ce n'est pas encore tout à fait fini. Le mot révolution, beaucoup l'utilisent. De tort et à travers Voilà. peut-être. Mais Oui. après, quand il s'agit de définir qu'est-ce qu'on entend par révolution, donc on ferme l'idée de rupture. De quelle rupture parle-t-on? Parce que la Chine, elle a fait une révolution inverse. Bah, pour moi, Elle a par fait exemple, ce une que révolution. l'AES est en train de faire, pardon, c'est La Chine- une forme de révolution. La Chine, tu aurais peut-être, à la limite, ça se Commencer par là. Voilà. Sortir de Parce que la certaines institutions qui ne servent à rien, pouvoir imposer notre paradigme de manière à éviter à subir les systèmes budgétaires qu'on nous impose et qui nous coulent plus qu'autre chose, imposés par FMI, CEDEAO et autres. Ok. En fait, la problématique de la révolution chinoise, c'est qu'elle est, en fait, elle n'est pas juxtaposable à l'Afrique. C'est ça il faut faire très attention. Quand on donne l'exemple de la Chine, il y a Mao qui a fait ce qu'on appelle l'épuration ethnique. Mais ça, les gens, ils l'entendent pas, ils le comprennent pas. C'est comme si moi demain, bon, ça va jamais arriver, mais c'est comme si moi demain j'allais en Afrique et que je disais, tout le monde, on a tous la même ethnie à peu près, et même s'il y a des religions qui peuvent coexister, tu dois rentrer dans la mentalité et dans la logique, entre guillemets, chinoise. Ce qui n'est pas le cas en Afrique. C'est pour ça que je parle de communauté en France, dans la diaspora, mais il n'y a pas de communauté en Afrique. Et donc tout ça, c'est un travail qu'on doit faire à nous, mais aux Africains aussi. Et il y a des Africains qui s'organisent à travers Kémy et d'autres personnes qui essaient de mettre en place cette mentalité panafricaine. Parce que sans cette mentalité panafricaine, on n'y arrivera pas. En Afrique, il y a le tribalisme. En Afrique, il y a l'ethnocentrisme. En Afrique, il y a plein de choses. Il y a les religions. Il y a plein de choses qui empêchent l'unité du peuple. Eh bien, ça revient au même au final. Non. On va demander aux gens à un moment donné d'adhérer à un système de pensée du moment que tu es africain, tu es noir. Tu as quand même Oui, un sauf devoir, que- donc on va demander Oui, aux bien personnes. sûr. Sauf que, Parce qu'on alors, parle de la pour moi, Chine. ce que je trouve Au bout d'un moment, intéressant c'était par rapport à la obligatoire. Chine, La Chine, ils c'est sont que- tellement oui, mais nombreux. c'est pas cette révolution. Ils n'est sont pas tellement venue par le nombreux, bas. sinon tout le monde relève Elle a de été son. imposée. Et donc, Exactement. Oui. et là, ce dont on est en train de parler, c'est comment nous, par le bas. Et donc, en fait, il va falloir choisir. C'est pour ça que je revenais à cette question politique. Parce que la Chine, ça a été imposé par le haut. Par l'élite ou Et par, par la l'élite. base? Et voilà, la c'est ça, question. la base ou l'élite. L'élite. Et pour répondre à ta question sur la révolution, ce qui est assez paradoxal et assez drôle, c'est que révolution, ça vient du terme latin revolvere, qui veut dire repartir en arrière. Voilà, se sont Donc, repliés sur eux. Oui, mais la Oui, et ensuite il y a la rupture. Voilà, c'est la définition donc- étymologique, mais dans le sens commun, révolution, c'est rupture. C'est Oui, pas revenir en arrière, mais c'est non, mais je rupture. trouve ça mais hyper étymologiquement, c'est intéressant. intéressant de le savoir. Pourquoi on revient en arrière? Le panafricanisme, c'est en tout cas ce repli sur soi-même et ce moment où on se dit bon, on a droit à cette opacité-là, qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes pour révolutionner nos consciences? Voilà. Et ce n'est que par la conscientisation. Pour moi, la révolution, en effet, Exactement. oui. C'est la pourquoi pas, conscientisation, Mais merci. cette conscientisation-là, Tout à fait. elle vient de tous les côtés. Pour moi, ce n'est pas ni le bas ni le haut. C'est comment on met la pression à nos gouvernements
en Afrique, chacun d'où on vient parce qu'on a à peu près une position plus ou moins de puissance au-delà du pouvoir, on va imposer justement des écoles, on va amener un nouveau paradigme, et en France, c'est en lien sans cesse, mais cette question où on va prioriser la masse, le peuple, plus j'évolue et plus je me rends compte qu'on ne peut pas seulement investir au niveau de la masse, au niveau en tout cas des structures horizontales. Il faut aussi qu'on aille chercher, demander, exiger par le haut. Exiger comment? C'est un rapport de force. Tout est rapport de force, mais pour revenir... Je ne veux pas inciter à la lutte armée. Tant que l'intérêt privé va... à la conclusion, je vais vous poser une question. Attends, je voudrais revenir aussi sur ce que c'était une très belle question. La conscientisation, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, au service du capitalisme ou pas? Pour moi, non. Non, jamais. Non. Quel système alors? Communisme? En tout cas, moi, je dirais que l'intérêt commun doit primer sur l'intérêt Capitalisme privé. ou communisme? Je vais répondre à ta question. C'est un peu binaire, là, capitalisme, communisme. On a un autre système économique? Voilà, mais le problème, il est là pour moi. Si je peux me permettre, pourquoi faut-il que nous puissions, nous, en tant que communauté afro, si tant est qu'elle existe, que nous puissions percevoir le monde à travers un prisme occidental et simplement dire capitalisme et communisme, il n'en existe que deux. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. En conséquence, attendez, laissez-moi terminer. En conséquence de quoi? En conséquence, non mais le capitalisme et le communisme, si vous connaissez l'histoire, il ne s'est pas fait en un jour. Donc, ils l'ont construit. C'est arrivé. C'est arrivé petit à petit. Il n'est pas arrivé en un jour. Si je puis me permettre, il faut toujours analyser les deux systèmes sur les racines idéologiques, sur les fondements en termes de théorie des droits naturels. Le libéralisme est né sur la théorie de la liberté individuelle et le droit de propriété. C'est parce que je ne le nie pas. Ce à quoi les communistes sont venus mettre en avant l'idée que la liberté individuelle a poussé au vol, c'est Proudhon, la propriété c'est le vol, et ils l'ont barré au profit de l'égalité. Donc liberté ou égalité, c'est pas binaire, il y a deux versions. Donc est-ce que tu vois une troisième ce que je suis en train d'expliquer, quel est le système de la Chine aujourd'hui, Herman? Je te pose la question. On est d'accord? Oui. Mais la base est laquelle? Quelle base? La base de la Chine, de Mao, c'est laquelle? Non, le système économique chinois, c'est le capitalisme. Je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai dit mais ils viennent d'où? Économique. Ils sortent d'où? Quelle est la base? À un moment donné, ils sont passés par un autre système. Je reformule. Sur quel système économique? Je reformule. Économique. Je vais répondre après. La conscientisation et le panafricanisme doivent se mettre au service du capitalisme, donc liberté individuelle, entrepreneuriat, compétition, gagnant-perdant. Ou alors, c'est ça le capitalisme. Ou alors, communisme, à chacun selon ses moyens, selon ses besoins, et on essaye, plus ou moins, d'être tous satisfaits. L'exemple historique nous a montré que le communisme, en tout cas dans son application, ça s'est soldé par des échecs. Peut-être certains considèrent que la Corée du Nord est un succès. Bon. Et le capitalisme, aujourd'hui, nous montre que 60% de la population en tire avantage. Il y a 30-40% qui subissent les frais. Donc voilà, est-ce qu'il y a une troisième alternative? Il n'y a pas son bon dedans, il y a juste son moins pire en fait. Il y a juste le moins pire. Et pour satisfaire, c'est excessivement difficile de satisfaire tout le monde. Il y aura toujours dans un système des laissés pour compte. Ça c'est mathématique. Donc moi, c'est pas à moi de dire s'il faut aller dans un système capitaliste ou communiste. Ce que je sais, c'est qu'il faut des contrats gagnant-gagnant. Il faut potentiellement que nous soyons assez forts. Mais alors tout ça, c'est des grands mots, c'est des grandes phrases, c'est très facile à dire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, l'Occident, c'est un vieux continent. Il y a un système qui est historique, qui est mis en place depuis très longtemps. Ils n'en sont pas arrivés là du jour au lendemain. Nous avons aussi notre chemin à parcourir. Nous sortons de la colonisation il n'y a pas très longtemps. Donc, nous avons aussi notre propre évolution à mener pour qu'un jour, nous puissions avoir des fonds d'actifs, des BlackRock africains. Quand on va les voir, voilà, je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela, je voudrais faire un pont, je voudrais faire une école, je voudrais construire ceci, que nous n'ayons pas à quémander ce qui nous revient de droit. Ça va prendre du temps. Est-ce que cela s'inscrit dans un système capitaliste ? Je ne le pense pas. Communiste, je ne le pense pas forcément non plus. Il doit avoir un juste milieu. Peut-être un nouveau parti politique émergera. Mais pour moi, de toute façon, aujourd'hui, le problème, c'est que c'est l'intérêt privé qui prime sur l'intérêt commun. Quand nos dirigeants... Attends, l'intérêt privé qui prime, donc l'intérêt privé doit être au service de l'intérêt commun. Alors, l'intérêt privé, je parle dans le sens que quand aujourd'hui vous avez une grosse société qui va aller voir un dirigeant et qui va lui proposer clairement un contrat qui n'est pas gagnant-gagnant pour le pays, où lui, il aura, excusez-moi du terme, sa valise d'argent sur le côté et qu'il sait très bien que là, ce contrat n'est pas intéressant pour le pays, mais que lui a son intérêt privé, il a son... Là, tu parles de la corruption. Son bénéfice, mais bien entendu. Okay. L'intérêt privé n'est voilà,
tant que nous n'avons pas des élites qui vont d'abord penser à l'intérêt du peuple avant de penser à eux-mêmes et à leur enrichissement personnel, ça n'ira pas. Ok. De toute façon. Herman, Oui. moi, ma solution pour l'Afrique aujourd'hui, Oui. c'est... Oula. Non, mais... La solution. Tu as le droit de Non, mais l'avoir. on adore. Vas-y, ouais. T'as le droit de la faire. C'est la mienne, elle n'engage que moi. Déjà, dans un premier temps, ce qui est important, et vous l'avez tous dit, on l'a tous dit ici, c'est l'instruction. Ouais. L'Africain n'est pas intelligent, il manque d'instruction. On est d'accord. L'instruction, ça ne veut pas dire que le système occidental est la solution. C'est se ressourcer, ça veut dire retourner à nous, Faut qu'il ait accès. nous connaître, connaître peut-être aussi... Alors, je veux plus parler en termes de base civilisationnelle que d'Afrique, parce que l'Afrique n'est pas unique. Il y a l'Empire, on va dire la West Afrique, Ouais. l'East Afrique, la South Afrique et on va dire l'Afrique bantou. Donc, déjà, pour moi qui est d'origine ouest-africaine, déjà revoir les bases de nos civilisations, Histoire de briser le complexe d'infériorité. premièrement. Ensuite, voir ce qu'il y a de bon dans ces systèmes-là et ce qu'il y a à bannir. Parce qu'il y a des choses à bannir, on en a parlé, l'excision, système de caste qui n'a aujourd'hui... Bon, bref, voilà. Et ensuite, voir aussi, on appartient au monde. Donc, il y a des dynamiques dans le monde, des dynamiques économiques, des dynamiques de soft power. Enfin, voilà, il y a tout qui rentre en compte. D'accord. Donc, du coup, en prenant tout ça en compte, avec des gens instruits et une certaine élite, hommes, femmes et tout ça, Sans oublier la lutte contre l'illettrisme. ben, on y revient sur l'instruction. Et donc, dans un premier temps, l'instruction, je pense qu'elle doit se faire. C'est dur à dire et ça me fait mal de le dire, Oui. mais le peuple n'est pas assez instruit pour qu'on mette en place une démocratie comme c'est le cas ici. Ok. Donc, un peu à la Mao, entre guillemets, Oui. sans être aussi, Voilà. aussi fou. Enfin, aussi fou. Les gens parlent de Mao, mais c'est pas Mao qui a révolutionné la Chine, hein. C'est Deng Xiaoping. Oui, mais. C'est pour ça que ça m'amuse quand on parle de Mao. C'est pas Mao, c'est Deng Oui, Xiaoping. ouais. Moi, j'ai pas parlé de Effectivement. Mao. Moi, j'ai pas parlé parlé de de Mao non plus. Moi, j'ai parlé de C'est moi qui l'ai révolution. dit, oui, Ah, ok. effectivement. Ouais, ouais. Et donc, du coup, dans un premier temps, sur 50 ans, après, il faut avoir une projection long-termiste. Hein. Ouais, oui. Il y aura des choses qui vont se passer. Un père de la nation, comme au Botswana ou Exactement. à Singapour. Et petit à petit, je pense qu'on y arrivera. Bon, hélas, comme vous le savez, le temps nous manque, nos discussions sont enflammées, enrichissantes. On va essayer de circonscrire, c'est la fin. Deux questions qui sont adressées à la fois à douce et à chacun d'entre nous. Une brûlante qui concerne l'actualité. On a parlé de conscientisation, on a parlé de panafricanisme. C'est impossible de rassocier ces deux noms sans évoquer le nom de Kémy Séba. Comme vous le savez, il a fait l'objet d'une arrestation qu'à l'échelle internationale, on ne peut que considérer comme à minima injuste, étant détenteur d'un passeport diplomatique. Il s'est retrouvé limite face contre terre, menotté comme un terroriste, alors qu'au final, aucune charge n'a été retenue contre lui. Quel est le regard que vous portez sur cette symbolique? Moi, je Oui, pense mais que Kémy Séba dérange. Attends, vas-y. Vas-y. Oui, moi, c'est une question. Bon, en soi, le personnage en lui-même, on pense qu'on en veut. En revanche, la manière, le rapport qu'a la France aux personnalités dissidentes révolutionnaires nous dit tout de la colonialité qui existe encore et qui perdure. Le rapport de force, de l'assujettissement des corps, notamment des hommes noirs, on le voit au niveau des violences policières, mais on le voit aussi de manière géopolitique à travers la figure de Kémy Séba. Il faut salir, il faut ternir cette image-là parce que c'est ce qui se dit. Ah, si cette personne, malgré un passeport diplomatique, est emprisonnée arbitrairement, ça veut dire que cette personne n'est pas si puissante que ça veut dire que ses alliés ne sont pas si puissants que ça. C'est une volonté claire et nette d'amoindrir en fait cette aura, cette énergie qu'il essaie d'insuffler. Et ça dit aussi beaucoup de la panique morale, de la panique politique que la France, malgré elle, démontre. Ok. Pour moi, c'est une pub incroyable pour Kémy Séba. Oui, mais au-delà de la pub, la symbolique à l'échelle du panafricanisme. À l'échelle du l'échelle de panafricanisme, ça veut dire discussion. que le combat et les propos de Kémy portent. Sinon, il ne serait pas vu comme un agent qui dessert les intérêts du néocolonialisme et de la France. Donc pour moi, c'est une grosse force aux frères, mais c'est très bon pour lui. Donc c'est une victoire du C'est une panafricanisme. victoire du panafricanisme, effectivement. Oui, je dirais quasiment la même chose. Je dirais que c'est symptomatique d'une espèce de faiblesse. Parce que le propos de Kémy aujourd'hui sont un peu plus clairs. On peut voir comme toute évolution de Malcolm X à Martin Luther King, on peut voir l'évolution de Kémy Séba quand il a commencé dans les années 1999 avec son comportement, avec sa réactivité et aujourd'hui les propos qu'il tient et dans la dynamique dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est toujours attristant, mais c'est aussi très
ça nous permet d'apprendre le fait suivant, c'est que à partir du moment où tu t'installes dans une dynamique de liberté, à partir du moment où tu prônes une non-violence, à partir du moment où tu dis que ce que tu combats, c'est une oligarchie et non tout un peuple, il est facile pour les individus de tenter autant que faire se peut, soit de te faire taire, soit de te discréditer et par conséquent d'essayer de t'arrêter. Mais je crois que l'arrestation dans laquelle il a été le sujet n'a fait que renforcer en réalité sa position. Donc je trouve que ça a été un peu... Un mal pour un bien. Ouais. Oui, Kémy Séba, il dérange, il gratte, il pique les politiciens et notamment le monde de l'Occident, ce qui est tout à fait normal, puisque de toute façon, il représente tout ce qu'ils ne veulent pas voir, il représente une personne qui veut libérer le peuple. Donc de toute façon, comme disait, je crois que c'est Myriam Makeba qui le disait, quand on écrit quelque chose sur des personnes qu'on a envahies, pour justifier l'invasion, il faut bien les ternir, il faut bien les descendre. Donc voilà, Kémy Séba et eux, ils sont à leur place, si je peux dire ça, ils font leur job en fait quand ils font ça. Ils ne veulent pas voir leur intérêt partir, donc ils ne vont jamais aller dans son sens. Il va toujours être vilipendé, il sera toujours mis plus bas que terre. Je pense que c'est tout à fait logique, mais il est dans un combat qui me semble juste aujourd'hui. Et voilà, je pense que de toute façon, on peut penser ce qu'on veut sur la forme dont il fait les choses, mais le fond, de toute façon, n'est autre que la libération du peuple africain. Et ça, c'est quelque chose qui me semble plus que positif. Donc tout ce qui lui arrive, c'est la suite cohérente, c'est la suite logique des choses. Très juste. Moi, ce qui m'apparaît le plus, je me permets de me prononcer là-dessus, le plus marquant sur cette affaire, c'est l'issue de l'affaire. C'est pas tant l'arrestation, c'est le fait qu'il soit remis en liberté sans la moindre charge. Ça témoigne bien que symboliquement, il est du côté du vrai et du bien à l'échelle universelle et qu'il incarne, ce que j'avais déjà évoqué en sa présence, dans une logique dialectique, le clou, l'un des clous sur le cercueil du néocolonialisme. Donc à l'inverse, on a la France qui pousse son chant du cygne, c'est l'animal qui aboie, l'animal blessé qui aboie avant de mourir. Donc là-dessus, ça ne peut pour nous que nous encourager, et notamment encourager les prochaines générations. En revanche, il y a un petit point sur lequel tu as souligné là à l'instant, et qui moi m'oblige à mettre une petite réserve. Je ne fais pas le lien aussi automatique entre les violences policières que subissent nos frères dans les cités, que j'ai pu subir à un certain moment, et la violence d'État que subit un Kémy Séba. Tu as fait le lien, tu as dit bien sûr. Okay. Pourquoi ? Parce que, et c'est là on revient peut-être à la diagnostic autour de la victimisation, un thème qui nous est cher, qui m'est cher, et qui, pour moi, nécessite un regard froid et franc à l'égard notamment des jeunes. À force de leur dire qu'ils sont victimisés par la police, on oublie de dire que d'abord, premièrement, ils se violentent entre eux. Donc avant que la police les tabasse, ils se tabassent d'abord entre eux. Et si, dans bien des cas, la police les tabasse, c'est parce qu'ils sont prisonniers d'une attitude, de la Kaira attitude. Je ne vois pas de jeune qui se fait tabasser parce qu'il sort d'une bibliothèque ou parce qu'il est habillé en costume. Je caricature. Je vois des jeunes qui se font tabasser, comme moi je l'ai été fut un temps, parce que j'étais dans une rébellion, parce que structure familiale instable, parce que. Raison pour laquelle j'estime, parce que Kémy Séba n'incarne pas la Kaira attitude. C'est pas un wesh takapté. Je me permets d'interrompre cette analogie parce qu'il faut comprendre que la question du corps noir, des corps noirs, ne s'inscrit pas seulement dans une dynamique avec la police des violences policières. L'assujettissement des corps noirs, au départ vu comme une ressource, une ressource, une exploitation, une manière pour l'Occident d'acquérir une puissance économique, le corps noir a servi à ça, qu'il soit homme, femme, enfant. Donc cette question du corps noir à assujettir, qui reçoit la violence, ne s'inscrit pas seulement dans les violences policières. Je prends ce lien-là parce que c'est un continuum. La violence d'État, il faut comprendre, la police, le bras droit, représente la force légitime de l'État, on est d'accord, mais la violence d'État est un continuum. Et les violences policières, ce ne sont pas que les jeunes de cité. On l'a bien vu avec les Gilets jaunes. On l'a bien vu désormais avec les soulèvements de la terre, avec les militants écologistes. Les violences policières, c'est le rapport de domination et surtout la manière dont la police et les corps sécuritaires
préserve le capital, préserve la bourgeoisie, préserve l'ordre économique et l'ordre racial. Donc quand je fais cette analogie-là, ce n'est pas en termes de victimisation, bien au contraire, c'est prendre le recul et regarder de manière sociologique et matérialiste ce que ça veut dire d'assujettir un homme noir à la vue, au su de tous. Qu'est-ce que ça veut dire de le faire, entre guillemets, ployer le genou? Parce que idéologiquement, symboliquement, c'est ce que ça dit. Et cette analogie, cette analyse des corps noirs, ce n'est pas seulement moi, ce ne sont pas seulement les personnes noires qui en parlent. C'est étudier sociologiquement comment les corps, notamment en phénoménologie, comment les corps sont essentiels à la domination. Il y a des corps qui dominent et il y a des corps qui sont dominés. C'est un constat. Là, je te rejoins. Simplement, tu as pris l'exemple des Gilets jaunes ou d'autres. Ce n'est pas le corps noir dans ce cas, c'est le corps socialement inférieur. Oui, mais ça a commencé par les ghettos, par les marges. Et ensuite, parce que, évidemment, le pouvoir en place se fascise de plus belle, ça atteint, évidemment, des corps qu'on pensait comme majoritaires, les corps blancs, économiques, etc. Rapidement, si je puis me permettre, et ce n'est pas qu'en France. J'ai juste un problème avec, en tout cas peut-être que je ne l'ai pas compris, avec, par rapport aux propos tenus par Herman, sur le fait qu'on puisse légitimer le fait que parce qu'on est dans une caïra attitude, alors on pourrait subir une violence. J'ai du mal à comprendre ça. Alors je vais t'expliquer si tu m'autorises. Rapidement. J'ai du mal à comprendre. Non, mais rapidement pour terminer, je vais dire, même avec une explication, je ne le comprendrai pas et je ne veux même pas l'entendre. Pourquoi? Pourquoi? Non, il faut être très clair. Attendez, le sujet est très important. Parce que ça laisse sous-entendre que parce que vous avez une quelconque attitude, on peut vous violenter. Ce n'est pas justifiable, ce n'est pas explicable, ce n'est pas entendable. Je m'exprime encore, je vais plus loin. À partir du moment où vous êtes le représentant de l'autorité, vous avez un code de déontologie à respecter. La police, ici en France, et c'est ce que j'appelle le changement de paradigme ou de réalité. On essaie de nous dire que les policiers ont le droit, par exemple, d'une violence légitime. Ils n'ont pas droit à une violence légitime, ils ont droit à la force, à la juste proportion. Ça veut dire que peu importe l'individu que vous êtes, peu importe le fait que vous soyez racailleux, que vous puissiez insulter la mère d'un policier, tant que vous n'avez pas agi de manière hostile envers un policier, vous n'avez pas à user de la violence. Donc le propos de dire que parce que vous êtes dans une attitude, vous portez une capuche, vous dites wesh, vous avez le droit de vous violenter, il est plus que dangereux, il est infamant. On ne peut pas, au nom d'une quelconque attitude, violenter un individu. Et pour rebondir encore plus loin sur ce que tu disais tout à l'heure, moi personnellement, je suis quelqu'un qui m'exprime bien et j'ai déjà été nombreuses fois victime, non seulement de contrôle, mais de contrôle agressif. Donc ce n'est pas qu'une question... Bien sûr que oui, même étant jeune, où on a tenté de m'étrangler, on a tenté d'étrangler un de mes collègues en insultant de négro de bac à sable, et moi en me disant, parce que très tôt, je me suis mis à très bien parler pour changer l'image en disant, je suis tombé sur un négro savant, ce que je mets dans l'un de mes films. Ça veut dire que l'attitude... Vous parliez du Tao tout à l'heure. L'être et le non-être naissent l'un de l'autre. Et il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. La caïratitude dépend de nous. Mais la réaction que l'individu a face à cette caïratitude ne dépendra jamais de nous. En conséquence, on ne peut pas légitimer en disant « oui, parce que vous avez une caïratitude, on vous violente ». C'est tout ce que je voulais dire. Oui, je t'en prie. Juste... Une question. Selon toi, on part dans la prospective. Si demain, tous les hommes afro, parce que bizarrement la violence policière ne s'abat ni sur les personnes âgées afro ni sur les femmes, donc c'est les jeunes. C'est arrivé sur les femmes. Eunice Barber, c'est arrivé. Si tu prends un exemple, c'est sûr que oui, tout arrive avec un exemple. Jean-Pierre en Martinique, qui avait 60 ans. Si je vous parle d'un fait, on parle d'un fait général quand même. Soyons honnêtes, objectifs. C'est quand même curieux que vous preniez des micro-exemples pour essayer... Non, mais je donne des exemples, c'est important. En effet, je n'ai pas les noms des 800 personnes qui sont mortes depuis une vingtaine d'années, racisées, sous les coups de la police. Je ne les ai pas tous, ni leurs âges. Ce que vous êtes en train de me dire, que si demain, nos jeunes avaient un vocabulaire fourni, ne commettaient plus entre eux des actes de violence, donc ne renvoyaient pas une image de rebelles, incivils, et qu'au contraire, ils incarnaient une image d'un Fabrice ou d'une douce, académique, puissance intellectuelle, puissance sociale. Vous pensez que nos jeunes subiraient le même traitement qu'ils subissent aujourd'hui par la police? Ma question est simple. Moi, je réponds à la question. Bien sûr que oui,
Pourquoi ? Parce que le regard de l'individu qui est en face de toi ne dépend pas fondamentalement de toi. Il dépend pas de comportement. Pourquoi ? Il dépend de sa vision à lui. Par exemple, on vient de me poster une vidéo de l'acteur noir américain qui est en train de, je ne sais plus quel est son nom, mais c'est un acteur très connu américain qui faisait des séries. Il se prend en photo devant l'Arc de Triomphe. Tu as un policier qui vient, qui le tutoie, tu éteins ton téléphone, tu me donnes tes papiers. Il n'est pas dans une wesh attitude, il n'est pas dans une caïra attitude. Néanmoins, il est contrôlé. Tu as encore l'exemple du basketteur millionnaire américain qui se promène sur les Champs-Élysées et qui se promène, on vient, on le contrôle violemment. Pas parce qu'il est dans une wesh attitude, c'est parce qu'il est noir. Et cette réalité-là, il faut à un moment donné que dans la rhétorique qui est la tienne, tu puisses l'intégrer. Ce n'est pas que le comportement de l'autre qui nécessairement déclenche le sentiment hostile. C'est qu'il y a des individus et ils ont le droit, de toute façon, ils ont le droit de détester ce que le noir représente, qu'il soit dans wesh wesh ou par exemple moi, dès que je vais commencer à parler, on va dire on tombe sur un négro intelligent. Et donc, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu dis, leur comportement ne change pas. Moi, j'aurais même un avis. Donc la solution, c'est la séparation. Non, pas forcément. Vous dites que le comportement ne change pas. Attends, vous dites que le comportement ne change pas, quel que soit. Enfin, l'attitude ne change pas, quel que soit notre comportement. Par rapport à la violence. C'est le diagnostic. Maintenant, si le comportement ne change pas autrui, donc autant se séparer. Mais non, ça c'est ta réflexion à toi. Non, parce que eux tous ne pensent pas comme ça quand même. Moi, j'irai plus Tous loin. ne sont pas comme ça. Moi, je pense rapidement, très rapidement. 10 secondes, vraiment. On me fait des grands signes, donc 10 secondes. Rapidement, parce que c'est important. Je pense honnêtement que l'élévation des nôtres amenuisera toutes ces conneries. Ah, il paraît que non. Ah ben si, non, parce que aujourd'hui, l'état des Noirs n'est pas celui qu'il pourrait être. Mais il paraît que ça change rien. Moi, je veux dire juste, pareil, 10 secondes. Moi, je pense qu'on se fera, de toute façon, alors je vais avoir un discours beaucoup plus direct, mais je pense que de toute façon, quand vous ne pesez pas économiquement sur la scène mondiale, noir, blanc, que ce que vous voulez, vous vous faites victimiser, point bas. Je prends l'exemple juste des Arabes, par exemple. Vous prenez un Maghrébin, Algérie, Maroc, Tunisie, qui se balade sur les Champs-Élysées, et vous prenez un Saoudien, un Qatari. Ce sont des personnes arabophones, toutes les deux. Je pense que le comportement n'est pas le même parce qu'ils savent qu'il y a une catégorie qu'on ne peut pas attaquer comme ça parce qu'il y aura des retombées. Donc à partir du moment que nous ne serons pas économiquement puissants, on va toujours se faire victimiser. Et ça, je pense que c'est une affaire d'argent. Et oui, tout à fait. Je pense que voilà. Dernier mot de la fin pour Douce. Oui. Pour conclure, quel message, tu seras la seule à conclure, à adresser, face caméra là-bas s'il te plaît, à déjà celles et ceux qui seraient susceptibles de te lire, et plus largement à la jeunesse afro. Oui. Alors, si vous souhaitez déconstruire et comprendre les mécanismes de l'ordre racial qui nous ont menés à ce qu'on vit en 2024, c'est-à-dire en termes de charge raciale, en termes d'ordre racial, de contrat racial, c'est-à-dire la manière dont nos corps sont perçus en tant que personnes racisées, je vous conseille ce livre qui va à la fois traiter du continuum racial, c'est-à-dire comment en tant qu'individu, je subis le racisme, mais comment je m'en libère aussi, et de manière tout à fait plus expansive, comment à travers la globalisation du racisme, on réussit aussi, grâce à l'antiracisme, à s'en sortir, à trouver des clés dans la communauté, à trouver des clés dans cette révolution envers nous-mêmes, à trouver des clés par rapport à la noirité. Qu'est-ce que ça veut dire d'être une personne noire qui se pense noire et qui voit un futur noir? Et donc ça, ce message-là, je l'adresse plutôt à la jeunesse. Croyez en vous. Croyez surtout au jeu, mais aussi au nous, toujours en dialectique, toujours en discussion. On ne peut pas s'en sortir seul, on s'en sort toujours au mieux, en collectif, en communauté. Et c'est vraiment cet appui-là, cette envie, cette idée que j'avais envie de passer à travers mon ouvrage. Donc, si vous voulez vous informer, vous instruire par rapport à nos causes, je vous le conseille. Et évidemment, il y a plein de ressources aussi pour étirer votre propre réflexion sur nos questions. En tout cas, un grand merci, Douce, d'avoir participé à ce riche échange, de nous avoir délivré des points, des grilles d'analyse plus que pertinentes qui vont ouvrir un bon nombre de réflexions. En tout cas, on l'espère, ainsi qu'à nos protagonistes qui n'ont pas mâché leurs mots, qui ont été directs, francs. C'est aussi cela, la librairie africaine, c'est mettre la réflexion au nom du collectif, en gardant en tête que la vérité est une œuvre inachevée. En guise de conclusion, ça a été dit, l'union fait la force.
dans la réflexion en rajoutant que c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. Chacun doit d'abord prendre son destin en main en lisant, en se renforçant, en obéissant à une volonté puissante, qu'il la mette au service du communisme, du capitalisme, peu importe, d'abord au service de son esprit et dans un souci d'accéder à une certaine compétence. On va remercier notre partenaire, Présence africaine, un temple du savoir, une institution qui regorge de pépites et au sein duquel vous pouvez aller vous enrichir, d'autant plus que vous bénéficiez d'un code promo 10% si vous venez de notre part. Voilà, la librairie africaine, c'est ça. Vous donner envie et allumer en vous le feu du savoir, le feu de l'élévation, le feu du renforcement. En un mot, vous faire prendre conscience que dans la vie, il y a deux possibilités. Ou vous vivez dans le but de vous élever, ou vous vivez pour subir. En un mot, lisez ou mourrez. À très bientôt.